Bonsoir, donc je m'appelle Julien Guillaume, je suis conseiller de la ministre bruxelloise de l'Environnement, conseiller en matière air et climat. Donc les deux aspects environnementaux qui préoccupent le plus les gens, youpi. Donc avant tout, je voudrais excuser la ministre qui aurait aimé être parmi vous ce soir. Elle a déjà participé à ce genre de débat puisqu'il y a 2 ans, j'étais avec elle dans le cadre de la question climatique avant la COP 21. Malheureusement, elle avait des obligations ce soir, donc elle ne peut pas être là et je la représenterai donc. Je vais m'excuser, je n'ai pas l'habitude de parler comme ça face à un auditoire de cette importance. C'est pour ça que j'aurai mes copions. J'ai pas eu le temps non plus de faire une présentation PowerPoint. On a beaucoup travaillé cette semaine encore sur la question de la qualité de l'air. On a passé l'ordonnance zone de basse émission, dont je vais parler plus tard, en commission parlementaire en environnement ce mardi. Mais bon, d'une manière ou d'une autre, je vous demanderai d'être indulgent et si en tout cas la forme n'est pas terrible, au moins que sur le fond, vous puissiez en tirer des éléments pertinents. Donc c'est jamais facile de passer le dernier dans ce genre de débat et de conférence. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. La bonne nouvelle, quelque part, c'est que je m'inscris dans ce qui a pu être dit, tant au niveau des scientifiques, des experts scientifiques, que des mouvements citoyens. On se retrouve là-dedans, et donc c'est bien la preuve qu'on va tous dans la même direction. Et donc l'idée, c'est que je vais quand même rapidement reprendre un petit peu un état des lieux, un petit constat sur la qualité de l'air à Bruxelles. Et après, je mettrai en évidence un petit peu ce que l'on fait à Bruxelles par rapport à cette question. Et donc, j'ai envie de dire, il y a 3 éléments importants dans le cadre de ce constat, état des lieux. Alors, le premier élément, et ça a été assez rapidement signalé, c'est qu'au cours de ces dernières années, très clairement, l'exposition des Bruxellois aux polluants a pu être réduite, ce qui nous permet en fait de respecter les normes européennes pour la plupart des polluants, tant au niveau des émissions que des concentrations. Et en fait, s'il y a un polluant qu'on doit mettre en évidence et qui a été mis en évidence, c'est les particules fines, les PM10. Et il faut savoir en fait que ça faisait des années qu'on ne respectait pas les concentrations au niveau de la valeur limite journalière. Donc, comme il a été dit, c'est 50 microgrammes mètre cube avec une possibilité de maximum 35 dépassements. Et donc, voilà, pendant un nombre important d'années, on a toujours eu plus de 35 dépassements. Et depuis 2014, on respecte ces limites de dépassement. J'ai pris un petit exemple qui est une station de mesure assez importante. C'est l'avant-port à Bruxelles, à Rennes. Juste pour vous donner un titre d'exemple, en 2000, on avait 166 dépassements par an des 50 microgrammes mètre cube. Et en 2016, on est à 15. Donc très clairement, la qualité de l'air s'améliore à Bruxelles. Deuxièmement, bon, ok, très clairement, la qualité de l'air s'améliore. Mais il est clair qu'il y a encore des efforts qui sont nécessaires. Il y a encore des choses qui doivent être faites, notamment au niveau du respect des concentrations annuelles des dioxydes d'azote. Et donc très clairement, au niveau bruxellois, on a une mise en demeure qui a été faite par la Commission européenne à ce propos, et on a une action en justice par des citoyens bruxellois au niveau du tribunal de première instance. Donc il y a le problème de ces concentrations de dioxyde d'azote, qui est un problème qui est propre à toutes les villes. En fait, il faut pas voir Bruxelles comme le vilain petit mouton au niveau européen. Vous prenez toutes les grandes villes, c'est le problème de toutes les grandes villes, c'est un problème vraiment urbain. Et donc il y a aussi la question du black carbone. Je reviendrai après sur le black carbone, mais le black carbone, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit aussi faire un effort, puisque c'est un polluant qui est représentatif finalement de l'activité urbaine, et c'est aussi un polluant qui est vraiment porteur et support d'autres polluants. Donc voilà, c'est vraiment 2 éléments importants et des efforts à faire par rapport à cela. Alors le troisième point, donc j'ai dit, ok, ça s'améliore, ok, il faut quand même encore faire des efforts. Le troisième point important, c'est de dire qu'il est évident maintenant que la question de la qualité de l'air est réellement une question problématique, une question préoccupante pour les citoyens par rapport à cet aspect santé, en fait. On voit, il y a une émergence, une multiplication des études santé, et ce qu'on peut en tirer, effectivement, c'est l'idée
à tout le moins, on diminue l'espérance de vie à cause d'exposition aux polluants. Donc c'est bien pour ça, il faut toujours faire attention, il y a des raccourcis qui peuvent être faits. On ne meurt pas parce qu'on se met le nez derrière un moteur, on parle de mort prématurée, donc c'est diminution de l'espérance de vie, augmentation aussi de certaines maladies cardiovasculaires, respiratoires, etc., asthme, etc., etc. Et donc, effectivement, c'est quelque chose de nouveau important dans le cadre des villes, important dans une ville comme Bruxelles, où on a 1 million d'habitants, mais on a aussi tous ces nafteurs qui viennent du nord et du sud. Et donc, en résumé, on a une émergence de mouvements citoyens, donc Bruxelles Air est le meilleur exemple, une multiplication d'études santé air, et cette émergence de mouvements et ces multiplications d'études peuvent laisser penser aux citoyens lambda, non, la qualité de l'air, elle est de pire en pire. Et on l'entend, et je l'entends en cabinet, je l'entends dans des réflexions de citoyens, c'est de pire en pire. Et donc ça, j'insiste dans le constat ici, non, ce n'est pas de pire en pire, c'est mieux. Oui, par contre, il faut encore faire des efforts. Oui, effectivement, les préoccupations des citoyens sont légitimes et on doit faire et agir dans ce sens. Alors, par rapport à tout ça, et donc j'en viens vraiment au cœur de la discussion, on peut parler de deux choses bien différentes. Donc, premièrement, dans le cadre de ces efforts, vous avez toute la question, finalement, des mesures structurelles pour améliorer la qualité de l'air. Qu'est-ce que doit faire le politique, le gouvernement, le pouvoir public pour améliorer la qualité de l'air? Et alors un deuxième point qui est aussi très important, finalement, c'est toutes les mesures complémentaires d'information auprès des citoyens. Et donc ça, j'ai entendu de la part de Vivian, c'est l'idée évidemment de pouvoir conscientiser et sensibiliser la population à cette problématique de la qualité de l'air, parce que oui, on est face à une population ici qui est à même de s'intéresser à ces choses-là, qui est au courant de tout cela, mais ce n'est pas spécialement toujours représentatif de ce qui se passe à Bruxelles et de tous les niveaux socio-économiques à Bruxelles. Et donc c'est important de pouvoir conscientiser la population et sensibiliser la population à ces choses-là, parce que sans exonérer le politique de ses responsabilités et de son besoin de mener des mesures structurelles, ça permettra également d'aider le citoyen à modifier ses comportements et modifier ces comportements de vie qui vont aller dans un sens d'une amélioration de la qualité de l'air. Et donc vraiment, l'idée qu'on a ici, c'est de travailler ensemble, le politique et le citoyen, vers une amélioration de la qualité de l'air. Donc au niveau, je passe au premier point, donc au niveau vraiment de ce qui est les mesures structurelles mises en place par le gouvernement sous l'impulsion de la ministre Céline Frémaux. Alors, évidemment, on parle beaucoup à Bruxelles, les deux polluants principaux, c'est ce qui est transport et évidemment bâtiment. C'est les deux éléments principaux, mais ce n'est pas tout ce qui existe de manière générale en Belgique. Et donc, à Bruxelles, on a adopté un plan air-climat-énergie le 2 juin 2016. Et c'est un plan qui reprend 144 actions divisées en différents axes. Et donc là, vous retrouvez les potentielles sources d'émissions. Vous avez un axe transport, un axe bâtiment, mais vous parlez aussi d'économie, avec l'économie circulaire et ce genre d'éléments. Donc en fait, ce plan a été adopté après 3 lectures, après une enquête publique, consultation de différentes instances. Et donc on a pu adopter ce plan, qui est donc mis en action. Il faut savoir qu'il y a là-dedans des actions récurrentes, des actions en cours d'exécution, des actions qui sont déjà exécutées et finalisées. Et alors, bon, là je vais reprendre ici, donc comme je vous disais, j'avais besoin de mon copion quand même. Qu'est-ce qui est déjà fait autre que la mesure phare dont je vais vous parler un peu plus longuement? Vous avez tout ce qui est bâtiment exemplaire, l'idée d'Enerclic, donc c'est vraiment toute l'idée de l'accompagnement des pouvoirs publics dans l'efficacité énergétique. Vous avez le plan régional d'économie circulaire, les primes énergie, les prêts verts, etc. Donc c'est un ensemble de mesures importantes au niveau climat et au niveau air. Alors, évidemment, dans ce cas de ce plan air, climat, énergie, dont l'objectif évidemment de permettre à la Belgique et à Bruxelles, pardon, de respecter ces objectifs en termes qualité de l'air, on a une mesure qui est phare. Et cette mesure phare, c'est la zone de basse émission. Et donc le principe d'une zone de basse émission, c'est vraiment interdiction de circuler pour les véhicules les plus nocifs. Et c'est réellement
une mesure qui s'inscrit dans les recommandations européennes en matière de lutte contre la pollution atmosphérique due aux véhicules automobiles. Il faut savoir qu'on n'est pas les premiers à faire cela. Il y a de grandes villes en Europe qui font cela. Il y a Paris notamment, Berlin, Anvers a fait cela également. Donc c'est 80 villes dans 10 pays européens. Et donc, par rapport à taille égale et par rapport au même problème, on a pu constater qu'il y avait un réel bénéfice au niveau de tout ce qui était concentration, dioxyde, particules et black carbon. Et donc, en fait, ce que je voudrais signaler et vous mettre en évidence, c'est vraiment l'idée que cette zone de basse émission, pour le gouvernement, constitue vraiment un changement total de paradigme, en fait. Avec cette zone de basse émission, on va remettre le bruxellois et sa santé au centre du débat. L'idée vraiment, c'est qu'on ne permet plus le tout aux voitures et surtout plus le tout à n'importe quelle voiture à Bruxelles. Et donc ça, c'est vraiment l'important de cette norme et cette mesure, c'est santé du bruxellois et vraiment avec restriction automobile, et donc on n'est plus à n'importe quelle voiture ou tout aux voitures. Donc je vais vous parler pendant une demi-heure, je crois, de la zone de basse émission, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel en regardant combien de temps je mets, parce que j'ai aucune idée. Voilà, ça va, ok. Alors les grandes caractéristiques de ce dispositif zone de basse émission, bon, premièrement, c'est que c'est une zone qui sera régionale et permanente. Et donc vraiment l'idée, c'est que pour améliorer la qualité de l'air et aller dans le sens de la santé du bruxellois, on s'est vraiment rendu compte qu'il faut toucher de manière continue et structurelle les automobilistes sur l'ensemble du territoire. Donc on ne parle pas de petites zones. On a vu le problème du piétonnier par rapport au fait que finalement on déportait le problème, on le mettait ailleurs. Donc on ne parle pas de petites zones locales, on ne parle pas non plus de zones de basse émission seulement en cas de pic de pollution, parce qu'alors là vous n'avez pas réellement une amélioration de la qualité de l'air. Vous essayez de corriger à un moment donné où vous avez quelque chose de particulièrement important. Donc on a vraiment quelque chose de régional et permanent. On a quelque chose qui est évolutif dans le temps. Donc en fait, finalement, vous verrez, il y a un calendrier. En fait, petit à petit, la norme, les exigences pour pouvoir circuler à Bruxelles sont de plus en plus importantes. Et donc on commence en 2018, c'est graduel jusqu'en 2025. Et en fait, l'idée de ce caractère évolutif, c'est aussi de permettre de le faire comprendre et de l'accepter par tous les citoyens. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous semble important également, c'est de faire accepter cette norme par tous les citoyens. Alors, évidemment, un cycliste, il peut très bien comprendre cette mesure, et j'ai envie de dire, il va même probablement la trouver pas assez ambitieuse, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a tout un pan de la société à qui ça n'intéresse pas la qualité de l'air. Ce qu'il veut, c'est sa bagnole, et il veut qu'elle lui coûte le moins cher possible et qu'il puisse en faire ce qu'il veut, même pour faire 500 mètres et aller acheter son journal. Et donc l'idée vraiment avec cette idée d'évolutif, c'est de permettre de le faire accepter et de le faire comprendre par tous. Donc voilà. Alors le dispositif, il sera également intelligent dans le sens où on va se baser vraiment sur un contrôle par caméra. À la différence par exemple de ce qui est fait à Paris où ça fonctionne par vignette. Et donc évidemment l'avantage de la caméra dans le cas d'une Smart City, c'est vraiment l'idée qu'on a quelque chose qui est vraiment plus efficace. Alors avec les premiers chiffres qu'on a, on voit encore qu'à Paris, il y a 60% de gens qui circulent à Paris avec une voiture qui n'est pas aux normes, parce que voilà, c'est difficile de contrôler toutes les voitures à la vue. Au niveau d'Anvers, on est à 97% de voitures qui sont conformes, qui circulent. On voit qu'évidemment le niveau est beaucoup plus important. Vous aurez déjà une centaine de caméras installées en début 2018 aux alentours de Bruxelles et à l'intérieur de Bruxelles, et on va passer à 200 caméras à terme. Dernier élément important par rapport à cela, c'est évidemment l'idée que c'est vraiment, et j'insiste là-dessus, une disposition transversale, c'est-à-dire que ça, évidemment, c'est coordonné, ça a été fait sous l'impulsion de la ministre de l'Environnement, mais on y retrouve vraiment une mesure de l'ensemble du gouvernement avec l'ensemble des administrations qui participent à cette mesure. Donc vous avez, c'est Bruxelles Fiscalité qui va vraiment s'occuper du contrôle de l'envoi des amendes, des dérogations, etc. Vous avez le CIRB, donc le centre informatique, qui s'est occupé de vraiment pouvoir mettre les caméras, les panneaux de signalisation, c'est bien sûr Bruxelles Mobilité. Vous avez Bruxelles Environnement qui va plutôt s'occuper de tout ce qui est coordination juridique, information. Et donc vraiment, on a un travail qui est global de l'ensemble de la région, ce qui est vraiment utile. Alors, pour en finir avec cette zone de basse émission, je crois que c'est aussi important, et on le sent par rapport aux premiers échos qu'on a, c'est
Je voudrais revenir sur quelques idées reçues par rapport à cette zone de basse émission. Donc, non, la zone de basse émission, ce n'est pas une source de nouvelles recettes ou de nouveaux revenus pour la région de Bruxelles-Capitale. Très clairement, les budgets qui ont été prévus, qui sont importants pour cette zone de basse émission, ont été réfléchis sans ces recettes. La mission et l'objectif du gouvernement, très clairement, est de pouvoir le plus rapidement possible améliorer la qualité de l'air et aller dans le sens de la santé des citoyens. Et donc très clairement, s'il y a zéro de recettes parce qu'il n'y a pas d'amende, et le gouvernement sera content. C'est un message très clair qui est sorti du gouvernement. Alors non, non plus. La zone de basse émission, ce n'est pas un incitant ou une façon de féliciter ou de remercier les constructeurs automobiles et d'obliger tous les Bruxellois à acheter des nouvelles voitures neuves qui coûtent cher. Non. Premièrement, pour ceux qui l'ont déjà entendu, il y a une campagne qui a été lancée depuis le 2 octobre sur la zone de basse émission, et on parle à Bruxelles, il y a 1001 façons de se déplacer, à l'exception de ton auto polluante. Donc on voit bien qu'on pousse vers les alternatives. Et de deux, si réellement il y a un besoin pour un ménage d'encore posséder une voiture, hein, ça peut être le cas, il faut savoir que dans le cas du calendrier évolutif, des voitures essence qui auront 23 ans pourront encore rouler à un moment donné. Donc on n'est pas dans l'achat onéreux d'une voiture neuve obligatoirement. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important. Et alors oui, c'est une mesure ambitieuse. Et oui, un changement de paradigme, ça prend du temps. Et non, c'est pas possible du jour au lendemain de dire on interdit le diesel. Moi, ici, en octobre 2017, je dis qu'à partir de janvier 2018, on ne peut plus rouler en diesel. Ça prend du temps. Et donc, les projections qu'on a faites permettent, en tout cas avec le calendrier qu'on a, de voir qu'il y a vers une sortie du diesel de 1, et de 2, les projections qui sont faites sur base des inventaires réels. C'est important parce que je sais, avec le problème du Dieselgate, on pourrait nous dire mais sur quoi vous basez pour faire cette projection. Ces projections ont été faites sur base des inventaires réels du renouvellement automobile. On voit des diminutions importantes des émissions et donc des concentrations, surtout au niveau du dioxyde d'azote et au niveau du black carbone. Alors j'ai un chiffre impressionnant. Black carbone, c'est moins 50% en 2020, c'est moins 85% en 2025. Donc voilà, j'en ai fini un peu avec la LES. Pour toute personne qui est intéressée par ça, il y a un super site, c'est les.brussels, où vous aurez tout dessus et moyen de tout comprendre là-dessus. Donc voilà, j'en ai un peu fini avec les mesures structurelles envisagées par le gouvernement, plan air, climat, énergie, beaucoup d'axes différents, mais avant tout la mesure phare, 17 minutes, j'ai intérêt à me dépêcher, mais la mesure phare, la zone de basse émission. Donc là, je passe au deuxième point que je vous avais parlé, c'est vraiment l'idée de travailler sur l'information du public pour pouvoir le conscientiser. Et donc là, je vais également, avec le temps que j'ai, plutôt mettre une mesure en évidence, parce que je pourrais en mettre plusieurs, mais je vais mettre en évidence un projet qui a été fait en partenariat avec d'ailleurs le BRAL et qui a été un peu abordé par les vins, qui est le projet Expert. Et donc le projet Expert, à la base, l'idée de Bruxelles Environnement, en fait, c'était d'offrir un petit appareil aux citoyens lambda pour qu'ils se promènent pendant 5 jours dans Bruxelles afin qu'ils mesurent, qu'ils ne l'avaient pas en permanence sur lui, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, avec un petit carnet de route, un petit carnet de bord pour un petit peu comprendre où il était, à quel moment, quel moyen de transport il prenait. Et donc pour mesurer le black carbone et se faire une idée un petit peu de l'exposition du bruxellois à ce polluant. Et donc effectivement, dans un premier temps, Bruxelles Environnement a travaillé seul, et dans l'idée de vraiment pouvoir offrir et d'avoir un panel large de types de citoyens, on a pu travailler avec le BRAL qui a pu vraiment offrir différents types de populations, différents lieux, etc. Et donc pourquoi le black carbone? Parce que c'est un excellent indicateur, comme je vous ai dit, de la pollution urbaine, parce que c'est quelque chose, et là j'insiste aussi là-dessus, très facile à mesurer, parce que les mesures de la pollution, c'est quelque chose de difficile, et il faut éviter de temps en temps de comparer des pommes et des poires. Il y a des appareils, les directives européennes sont très strictes par rapport à cela, il faut faire ça à tel endroit avec tel type d'appareil, et donc c'est pas toujours évident de pouvoir offrir à n'importe quel citoyen un appareil qui soit vraiment cohérent avec les mesures qui nous sont demandées au niveau européen. Et donc le black carbone, c'est quelque chose qui est assez relativement facile avec un petit appareil à mesurer, et donc je me répète aussi tout son impact sur la santé. Et donc au final, on a fait cette campagne et ça a permis de mettre en place une cartographie du black carbone
que je vous invite à voir sur le site de Bruxelles Environnement. Et donc ça permet de vraiment mettre en évidence les zones plus ou moins importantes et polluées à Bruxelles. On va arriver aussi vers un planificateur donc, de trajets, etc. Et donc vraiment, je me répète et je vais aller de plus en plus vite, l'idée évidemment de ce travail, de ce projet expert, fait en partenariat justement avec les citoyens, c'était ce travail public-citoyen, cette possibilité de conscientiser le citoyen, cette possibilité aussi de l'aider à changer son comportement tout en n'exonérant pas le politique de ses obligations. Et donc ça c'est important. J'ai pas le temps, je me rends compte, de vous parler vraiment des conclusions de cette étude. Ce qui est important à signaler évidemment, c'est qu'on voit que c'est à l'extérieur qu'il y a une grosse pollution, donc attention, si vous travaillez à Arlois, vous avez à l'intérieur de votre bâtiment, pas de souci, c'est pareil qu'une pollution de fond. Évidemment, c'est plus compliqué si vous restez tout le temps sur Arlois au moment des heures de pointe et qu'en plus vous décidez de rester pendant 2 heures accroupi au niveau des pots d'échappement. Au niveau du type de transport, évidemment, le plus grave, c'est ce qui est l'automobiliste. Et donc ça, c'est par exemple intéressant. Peut-être qu'un automobiliste, à un moment donné, on va lui dire, mais vous savez qu'en roulant en voiture, vous êtes plus exposé à une mauvaise qualité de l'air que si vous étiez à pied. Et peut-être que cette personne va se dire, oui, tiens, c'est une bonne raison pour finalement ne plus me déplacer en voiture, mais me déplacer à pied. Et quelque part, ça va en plus apporter un autre bénéfice, ça va faire qu'il va y avoir moins de voitures qui vont rouler, donc on va en plus encore améliorer la qualité de l'air. Donc il y a d'autres informations, le nouveau seuil d'information au pic de pollution, un site qualité de l'air qui est très intéressant, mais j'en ai fini, donc voilà. Je voudrais quand même vraiment terminer l'intervention aussi, et ça a été intéressant après l'intervention sur Transparent Environment, de dire que la question de la qualité de l'air, très bien, on ne peut pas s'en exonérer en tant que ministre bruxelloise de l'environnement. Mais attention, ça touche énormément de niveaux et de strates politiques. Alors très bien, on peut agir en tant que ministre bruxelloise de l'environnement, mais avant tout, on a besoin de qui? On a besoin de l'Europe. Alors, moi, si je fais des mesures intéressantes à Bruxelles sur la qualité de l'air, j'ai besoin de m'assurer qu'au niveau européen, on me fasse des tests au niveau des émissions des véhicules qui soient cohérents et qui soient justes. Il y a un papier, une initiative qui vient d'être faite par Transparent Environment, qui a été signé par Bruxelles avec 8 autres villes et qui pousse pour ce genre de tests cohérents et corrects. Donc voilà, on a besoin vraiment qu'au niveau européen, on soit suivi et on soit appuyé. Il ne faut pas juste être mis en demeure par la Commission, il faut aussi que l'Europe aille dans un sens positif et soit cohérente avec ses demandes. Au niveau belge, tout simplement, évidemment, on a besoin du fédéral. Alors, la question des voitures de société, évidemment, pourquoi on voit qu'il y a tant de problèmes de voitures diesel par rapport au dieselgate? C'est parce qu'on a toutes ces voitures de société qui roulent toutes au diesel, et évidemment, c'est quelque chose qui dépend du fédéral et de la fiscalité du fédéral. Le problème, évidemment, on propose des alternatives, mais évidemment, on attend avec hâte le RER, évidemment, ça va faciliter la vie des nafteurs, notamment. Le problème du fédéral, mais le problème des autres régions, je pense notamment maintenant à la région flamande qui pense à un élargissement du ring, ça n'irait pas évidemment dans un sens positif pour la région de Bruxelles-Capitale. Évidemment, alors, au niveau bruxellois, j'ai envie de dire, le citoyen a raison de taper à la porte de la ministre bruxelloise de l'Environnement, mais il faut aussi pouvoir taper à la porte d'autres ministres. Parce que, évidemment, la question de la fiscalité automobile, elle est importante et elle doit être mise en évidence, et c'est le genre de choses aussi qu'il faut travailler. Il y a la question de la planification urbaine, évidemment, qui est essentielle dans la question de la qualité de l'air. Vous avez évidemment la question transport pur avec le ministre du Transport, et donc on voit qu'il y a un faisceau de choses, et donc c'est là, je me répète aussi, que la LES, c'était important parce que ça a été travaillé par tous, mais donc vraiment un besoin de travailler tous ensemble sur cette question à tous les différents niveaux de pouvoir. Voilà, merci.